Le rugissement de la foudre fracasse le pylône électrique tandis qu'Arya, lynx roux, achève de mettre bas dans un abri qui devient soudain un piège mortel. Ces nouveaux-nés aveugles et vulnérables gisent immobiles entre ses pattes, alors que les flammes dévorent implacablement l'herbe qui les entoure, ne laissant aucune issue à cette mer sauvage qui doit maintenant affronter l'élément le plus terrifiant de la nature. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde vous nous regardez. Allons-y. La nuit s'abattait sur les plaines du parc national des Cévennes, apportant avec elle une tempête dont les éclairs déchiraient le ciel comme des lames d'argent. Au milieu de ce tumulte, une femelle lynx roux cherchait désespérément un abri. Son ventre gonflé trahissait une grossesse à terme, et chaque contraction qui traversait son corps lui rappelait que le moment était imminent. Ses pattes foulaient l'herbe mouillée avec détermination, tandis que ses yeux ambrés scrutaient l'horizon à la recherche d'un refuge. Arya, comme l'avaient nommé les biologistes qui suivaient ses déplacements grâce à un petit émetteur fixé à son oreille, était connue pour être l'une des dernières représentantes de son espèce dans cette région de France. À 6 ans, cette femelle lynx avait survécu à des hivers rigoureux, à des rencontres avec des braconniers et même à l'expansion constante des zones urbaines qui grignotaient son territoire. Mais ce soir, face aux éléments déchaînés et à l'imminence de la mise bas, elle semblait plus vulnérable que jamais. Un éclair particulièrement violent illumina le paysage, révélant une structure métallique à quelques centaines de mètres, un pylône électrique solitaire au milieu des hautes herbes. Instinctivement, Arya se dirigea vers cette zone, non pas vers la tour elle-même, mais vers un renfoncement naturel qu'elle avait repéré à sa base, là où le terrain formait une petite cuvette protégée par un enchevêtrement de racines et de végétation. C'est là, sous le regard indifférent de cette sentinelle de métal, qu'Arya s'apprêtait à donner la vie. À 15 kilomètres de là, dans le petit village de Saint-André-de-Valborgne, Martin Fournier terminait sa journée de travail. À 38 ans, ce garde forestier passionné consacrait sa vie à la protection de la faune locale. Dans son bureau modeste, les murs étaient tapissés de cartes du parc, de photographies d'animaux sauvages, et plus particulièrement d'un grand panneau dédié au suivi des lynx roux de la région, une espèce qu'il s'était juré de préserver. « Tu ne rentres pas encore ?» demanda Claire, sa collègue biologiste, en passant la tête par l'entrebâillement de la porte. Martin secoua la tête, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. Le signal d'Arya est stationnaire depuis plus de 2 heures. Ce n'est pas normal, surtout avec l'orage qui s'annonce. Tu penses qu'elle va mettre bas? Claire s'approcha intéressée. C'est fort possible. Les dernières observations indiquaient une grossesse bien avancée. Il pointa du doigt un point clignotant sur la carte numérique. Elle est près du secteur des pylônes électriques, dans une zone assez exposée. Claire fronça les sourcils. Avec la tempête qui arrive, ce n'est pas l'endroit idéal. Comme pour confirmer ses paroles, un grondement de tonnerre fit vibrer les vitres du petit bâtiment administratif. Martin se leva, prenant une décision. « Je vais aller vérifier. Par ce temps, tu es fou. » Mais Martin avait déjà enfilé son imperméable vert foncé, celui qui portait l'écusson du parc national. Si elle met bas maintenant, avec cet orage, les chances de survie des petits seront considérablement réduites. Je dois au moins essayer de m'assurer qu'elle est en sécurité. Claire soupira, connaissant trop bien la détermination de son collègue quand il s'agissait de ces lynx. « Prends au moins la radio satellite et promets-moi d'être prudent. » Martin acquiesça, glissant l'appareil dans sa poche, avant de se diriger vers son véhicule de service. La pluie commençait déjà à tomber, d'abord en gouttes éparses, puis en rideaux denses, alors qu'il s'engageait sur la route sinueuse qui menait au cœur du parc. Pendant ce temps,
Aria avait trouvé refuge dans le creux formé par les racines d'un vieux chêne qui poussait près du pylône. Les contractions s'intensifiaient, arrachant de petits grognements à la féline, dont le corps entier se tendait sous l'effet de la douleur. Son instinct lui disait que le moment était venu. Un éclair zébra le ciel, si proche que l'air lui-même sembla se charger d'électricité. Le tonnerre qui suivit fut assourdissant, mais Aria, concentrée sur le travail de son corps, ne broncha pas. Elle savait, avec cette intelligence primale qui guidait chacun de ses mouvements, que la vie qui allait émerger d'elle était plus importante que la peur des éléments. La première naissance se produisit alors que la tempête atteignait son paroxysme. Un minuscule chaton, pas plus gros qu'une pomme, émergea dans un monde chaotique illuminé par la fureur du ciel. Aria se retourna immédiatement pour nettoyer cette petite créature, sa langue râpeuse stimulant la respiration du nouveau-né qui émit son premier cri, un son à peine audible au milieu du vacarme de l'orage. Martin, lui, progressait difficilement sur le chemin forestier. La visibilité était quasiment nulle, les essuie-glaces de son véhicule tout-terrain peinant à évacuer l'eau qui s'abattait en trombe. Seule la pensée d'Aria et de ses petits à naître le poussait à continuer, à défier les éléments avec une obstination que certains qualifieraient de folie. Il connaissait Aria depuis sa naissance. Il l'avait vue grandir, devenir une chasseuse redoutable, survivre là où tant d'autres lynx avaient disparu. Pour lui, elle représentait l'espoir. L'espoir que cette espèce magnifique puisse continuer à parcourir les forêts françaises malgré les menaces croissantes. Un nouvel éclair déchira la nuit, si proche que Martin sentit les poils de ses bras se hérisser sous l'effet de l'électricité statique. Le tonnerre qui suivit fut si violent qu'il fit trembler le véhicule tout entier. « Bon sang !» murmura-t-il, ralentissant encore, ses yeux scrutant les alentours à la recherche du moindre signe de danger. C'est alors qu'il le vit, un éclair frappant directement un pylône électrique à quelques centaines de mètres. Une gerbe d'étincelles jaillit dans la nuit, illuminant brièvement le paysage comme en plein jour. Martin sentit son cœur s'arrêter. C'était précisément dans ce secteur que le signal d'Aria avait été localisé. Sans réfléchir davantage, il arrêta son véhicule sur le bas-côté et sauta dans la tempête, sa lampe torche à la main, son imperméable claquant sous les assauts du vent. Pendant ce temps, Aria venait de mettre au monde son deuxième chaton. Plus petit que le premier, il semblait avoir du mal à respirer. La mère redoubla d'efforts pour le stimuler, ignorant les éclairs qui transformaient la nuit en jour et le grondement constant du tonnerre qui faisait vibrer le sol. C'est alors que l'impensable se produisit. Un éclair plus puissant que tous les précédents frappa directement le pylône électrique qui surplombait le refuge d'Aria. Le métal conduisit la décharge avec une efficacité terrible, et une explosion retentit lorsque le transformateur situé au sommet de la structure céda sous l'impact. Des étincelles et des débris enflammés tombèrent en pluie autour du refuge, et en quelques secondes, malgré la pluie battante, l'herbe haute commença à prendre feu. La chaleur et la fumée atteignirent rapidement l'abri où Aria venait de donner naissance à ses petits. Paniquée, la femelle lynx se redressa, le poil hérissé, ses pupilles dilatées reflétant les flammes qui s'approchaient. Son instinct lui criait de fuir, de se mettre à l'abri, mais ses petits, encore humides et aveugles, ne pouvaient pas bouger. Pour la première fois de sa vie sauvage, Aria se trouvait face à un dilemme que son instinct seul ne pouvait résoudre. Martin courait à travers la tempête, guidé par la lueur orange de l'incendie naissant. Chaque pas dans la boue menaçait de le faire chuter, mais l'urgence de la situation lui donnait une énergie qu'il ne se connaissait pas. Il avait appelé les secours via sa radio, mais savait qu'ils mettraient du temps à arriver. Trop de temps. Lorsqu'il atteignit enfin la zone du pylône, le spectacle qui s'offrit à lui était apocalyptique. Des flammes dansaient dans l'herbe haute,
formant un cercle qui se resserrait inexorablement autour d'un vieux chêne au pied du pylône. Et là, visible par intermittence entre les flammes, se trouvait Aria. Non, non, non. Martin s'approcha, autant que la chaleur le lui permettait, cherchant désespérément un passage à travers le feu. C'est alors qu'il vit ce qui retenait Aria, deux minuscules formes immobiles, vulnérables, entre ses pattes. Le regard que lui lança la femelle lynx à cet instant précis resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Ce n'était pas le regard d'un prédateur, ni celui d'un animal effrayé. C'était le regard d'une mère prête à tout pour protéger ses petits. Sans réfléchir aux conséquences, Martin ôta son imperméable et le tint devant lui comme un bouclier. Puis, prenant une profonde inspiration, il s'élança à travers les flammes. La douleur fut immédiate, la chaleur mordant sa peau malgré ses vêtements, mais il tint bon, traversant la barrière de feu en quelques enjambées pour atteindre l'espace relativement préservé autour du chêne. Aria gronda, montrant ses crocs, son instinct de protection prenant le dessus. « Tout va bien, ma belle », murmura Martin, s'accroupissant lentement, son imperméable toujours tendu devant lui. « Je suis là pour vous aider. » Le temps sembla se suspendre, alors que l'homme et le lynx se regardaient, séparés par quelques mètres à peine, unis dans un moment de compréhension qui transcendait les barrières entre espèces. Autour d'eux, le feu continuait sa progression inexorable, la fumée s'épaississant, rendant chaque respiration plus difficile. Martin savait qu'il n'avait que quelques minutes avant que la situation ne devienne fatale pour eux tous. La fumée s'épaississait autour d'eux, âcre et suffocante. Les yeux de Martin commençaient à piquer, mais son attention restait fixée sur Aria et ses nouveau-nés. La femelle lynx grondait toujours, ses pupilles dilatées par la peur reflétant les flammes qui les encerclaient peu à peu. Pourtant, elle n'avait pas attaqué, comme si elle percevait que cet humain représentait peut-être leur seule chance de survie. « Doucement », murmura Martin en tendant lentement la main, paume vers le haut, dans un geste qu'il espérait apaisant. Un craquement sinistre retentit au-dessus d'eux. Une branche enflammée du chêne venait de céder sous son propre poids et s'écrasait à quelques mètres à peine, projetant une pluie d'étincelles. Aria sursauta, ses muscles se bandant, prêts à bondir. Mais les petits corps fragiles de ses chatons la retenaient, ancrés dans cet enfer qui se refermait inexorablement sur eux. Martin n'avait plus le temps d'hésiter. Il devait agir, même si cela signifiait risquer une attaque de la mère paniquée. D'un geste vif, il déploya son imperméable et s'approcha d'Aria. « Je suis désolé », souffla-t-il avant de jeter le vêtement sur le félin dans un mouvement fluide. La réaction fut immédiate et violente. Aria se débattit furieusement sous le tissu, ses griffes lacérant l'imperméable. Mais Martin avait anticipé cette réaction. Profitant de la confusion momentanée de l'animal, il se pencha rapidement pour saisir les deux chatons qui gisaient, vulnérables, sur le sol. Leur corps minuscule tenait dans une seule de ses mains, si léger, si fragile. Une douleur fulgurante traversa son avant-bras alors qu'Aria, parvenant à se libérer partiellement de l'imperméable, lui infligeait une profonde entaille. Martin serra les dents, mais ne lâcha pas les petits. De sa main libre, il parvint à maintenir l'imperméable sur Aria suffisamment longtemps pour se redresser. « Maintenant, suis-moi si tu veux les sauver », lança-t-il à la femelle lynx qui émergeait, furieuse, dessous le tissu. Serrant les chatons contre sa poitrine, Martin chercha désespérément une échappatoire. Le cercle de feu s'était resserré, ne laissant qu'une étroite ouverture vers l'ouest, là où la pluie, qui continuait de tomber avec force, avait légèrement contenu les flammes. Sans hésiter, il s'élança dans cette direction, les poumons brûlants, chaque respiration devenant plus difficile dans l'air saturé de fumée. Derrière lui, il sentait plus qu'il ne voyait Aria le suivre, ses grondements à peine audibles sous le crépitement des flammes et le grondement du tonnerre qui continuait de secouer le ciel. L'ouverture se refermait rapidement. Martin accéléra, serrant les chatons contre lui, les protégeant des étincelles qui volaient autour d'eux.
Un dernier effort, un saut par-dessus une langue de feu, et ils étaient sortis de l'anneau de flamme. La pluie glacée s'abattait sur eux, un soulagement presque douloureux après la chaleur infernale. Martin ne s'arrêta pas. Il continua de courir, s'éloignant du danger, jusqu'à atteindre une zone rocheuse où le feu ne pourrait pas se propager. Là, haletant, il s'accroupit et examina les chatons qu'il tenait toujours. L'un d'eux, le plus petit, semblait à peine respirer. Arya émergea de l'obscurité comme un fantôme, son pelage trempé collant à son corps élancé, lui donnant un aspect encore plus sauvage. Ses yeux dorés étaient fixés sur Martin, ou plutôt sur les précieuses vies qu'il tenait entre ses mains. « Ils sont vivants », dit-il doucement en déposant délicatement les chatons sur le sol rocheux. « Mais celui-ci est faible. » La femelle lynx s'approcha avec prudence, ses mouvements trahissant sa méfiance, mais aussi son désir impérieux de rejoindre ses petits. Martin recula lentement, lui laissant l'espace nécessaire. Arya s'avança alors promptement, reniflant ses chatons avant de commencer à les lécher vigoureusement, stimulant leur circulation. Martin profita de ce moment pour évaluer leur situation. L'incendie, bien que contenu par la pluie battante, continuait de consumer l'herbe haute autour du pylône. Des éclairs illuminaient encore le ciel par intermittence, rendant l'atmosphère irréelle. Son avant-bras saignait abondamment là où les griffes d'Arya l'avaient lacéré, mais l'adrénaline atténuait la douleur. Il saisit sa radio. « Poste central, ici Martin. J'ai localisé Arya et ses petits. Situation critique mais sous contrôle pour l'instant. Incendie au pied du pylône 47. Besoin d'assistance médicale et d'équipement anti-incendie. » La radio grésilla avant que la voix de Claire ne réponde, déformée par les interférences. Reçu, Martin. Les pompiers sont en route, et une équipe vétérinaire aussi. Ton état? Je survivrai, répondit-il laconiquement, observant Arya qui continuait de s'occuper intensément de ses chatons. Mais l'un des petits est en détresse. Je vais essayer de l'aider. Martin, ne prends pas de risques inutiles. Les renforts seront là dans... Un craquement assourdissant interrompit la communication. Martin leva les yeux juste à temps pour voir le pylône électrique, affaibli par l'impact de la foudre et les flammes qui léchaient sa base, s'incliner dangereusement. Avec un grincement métallique qui semblait déchirer la nuit, la structure commença à s'effondrer. « Merde !» s'exclama Martin en bondissant vers Arya et ses petits. La femelle lynx avait également perçu le danger. Elle saisit l'un des chatons par la peau du cou, mais hésita, son regard alternant entre son petit et celui qui gisait encore au sol, trop faible pour bouger. Sans réfléchir, Martin s'empara du chaton vulnérable et fit signe à Arya de le suivre. Ensemble, ils s'éloignèrent en courant, tandis que le pylône s'écrasait dans un fracas épouvantable, envoyant une nouvelle pluie d'étincelles dans la nuit tourmentée. Ils trouvèrent refuge sous un surplomb rocheux à quelques centaines de mètres de là. La pluie avait redoublé d'intensité, formant un rideau presque opaque qui les isolait du reste du monde. Martin s'accroupit, tenant toujours le chaton contre lui, sentant sa chaleur fragile s'affaiblir. Arya déposa son autre petit en sécurité et s'approcha de Martin avec une prudence mêlée d'urgence. Ses yeux ne quittaient pas le chaton inerte dans les mains de l'homme. « Il ne va pas bien », murmura Martin, sentant la détresse de la mère. Sa respiration est trop faible. À la lueur de sa lampe torche, il examina le minuscule félin. Ses paupières encore fermées, son corps à peine plus grand qu'un poing humain, sa fourrure humide et collante, tout en lui criait sa vulnérabilité. Martin avait assisté à suffisamment de naissances dans la nature pour reconnaître les signes d'un nouveau-né en difficulté. Avec une douceur infinie, il commença à frictionner le corps du chaton entre ses mains, tentant de le réchauffer et de stimuler sa circulation, imitant les gestes qu'aurait fait sa mère. Arya observait, son corps tendu trahissant son anxiété,
mais elle ne tenta pas de reprendre son petit. Quelque chose dans l'attitude de Martin, dans la délicatesse de ses gestes, semblait l'avoir convaincu de lui faire confiance, du moins pour l'instant. « Allez, petit bonhomme », encouragea Martin, continuant ses frictions. « Ta mère a bravé les flammes pour toi. Tu ne peux pas abandonner maintenant. » Le chaton resta immobile quelques instants encore, puis, miraculeusement, il émit un faible miaulement. Ses pattes minuscules s'agitèrent faiblement, comme s'il cherchait instinctivement le ventre de sa mère. Martin sentit un soulagement immense l'envahir. « C'est ça, bat-toi. » Il leva les yeux vers Arya, dont le regard intense n'avait pas quitté son petit. « Il va s'en sortir, je crois. » Avec précaution, il tendit le chaton vers sa mère. Arya s'avança et, délicatement, le reprit entre ses crocs. Elle réunit ensuite ses deux petits sous le surplomb rocheux, les enveloppant de son corps chaud, commençant à les lécher méthodiquement pour les nettoyer et stimuler leur fonction vitale. Martin s'adossa à la paroi rocheuse, épuisé mais soulagé. Sa blessure au bras commençait à le lancer douloureusement maintenant que l'adrénaline retombait. Il consulta sa montre. Les secours ne devraient plus tarder, mais la tempête compliquait certainement leur progression. Un autre éclair illumina brièvement le paysage, révélant l'étendue des dégâts. Le pylône effondré avait écrasé plusieurs arbres dans sa chute, et l'incendie, bien que contenu par la pluie, continuait de couver par endroits. Martin frissonna, réalisant à quel point ils avaient frôlé la catastrophe. Son regard revint sur Arya et ses petits. La scène contrastait étrangement avec le chaos environnant, un îlot de vie et de tendresse au milieu de la destruction. La femelle lynx avait réussi à créer un cocon de sécurité pour ses chatons, son corps les protégeant des éléments, sa chaleur les maintenant en vie. Martin sortit de son sac un kit de premiers secours et commença à nettoyer sa blessure, grimaçant sous la morsure du désinfectant. Tout en s'occupant de son bras, il ne pouvait s'empêcher d'observer Arya. Son comportement le fascinait. Malgré sa nature sauvage, malgré l'attaque qu'elle lui avait infligée plus tôt, elle semblait maintenant accepter sa présence, comme si elle comprenait qu'il avait risqué sa vie pour sauver ses petits. « On fait une sacrée équipe, non ?» dit-il doucement. Arya leva brièvement les yeux vers lui, ses pupilles réfléchissant la lumière de la lampe torche. Son expression restait indéchiffrable, mais il n'y avait plus d'hostilité dans son regard. Au loin, le faible son de sirène commençait à se faire entendre, à peine perceptible sous le grondement de l'orage qui s'éloignait progressivement. Les secours approchaient enfin. Martin soupira de soulagement. Ils avaient survécu au pire. Maintenant, il fallait s'assurer que les chatons reçoivent les soins nécessaires pour garantir leur survie et décider de ce qu'il adviendrait d'eux ensuite. Les sirènes se rapprochaient, leurs hurlements stridents se mêlant au dernier grondement de l'orage qui s'éloignait vers l'est. Les faisceaux des gyrophares commençaient à percer l'obscurité, se reflétant dans les flaques d'eau qui s'étaient formées sur le sol rocailleux. Martin observa la réaction d'Arya. La femelle lynx s'était raidie, ses oreilles pivotant nerveusement en direction du bruit, son corps se repliant instinctivement autour de ses petits dans un geste protecteur. « Ils sont là pour aider », murmura Martin, sachant pertinemment que ses paroles n'avaient aucun sens pour l'animal sauvage. Pourtant, il ressentait le besoin de communiquer avec elle, comme si le lien fragile qui s'était tissé entre eux pendant ces moments critiques pouvait transcender les barrières de l'espèce. Il se leva lentement, serrant contre son bras blessé un bandage de fortune, et s'avança vers l'entrée du surplomb rocheux. La pluie avait diminué d'intensité, se transformant en une bruine fine qui enveloppait le paysage d'un voile argenté. Au loin, il distinguait désormais les phares des véhicules qui progressaient laborieusement sur le chemin forestier boueux. Martin sortit sa lampe torche et l'agita en grand mouvement pour signaler leur position. Quelques minutes plus tard,
2 véhicules tout-terrain s'immobilisaient à une 50aine de mètres de leur abri. Des portières claquèrent et des silhouettes s'avancèrent, équipées de lampes puissantes qui balayaient les environs. « Par ici !» cria Martin, tout en restant conscient de la présence d'Aria derrière lui. Claire fut la première à l'atteindre, son visage habituellement serein marqué par l'inquiétude. Elle était suivie de près par le docteur Moreau, le vétérinaire spécialiste de la faune sauvage attaché au parc national. « Mon Dieu, Martin !» s'exclama Claire en apercevant son bras ensanglanté. « Tu es blessé. »« Ce n'est rien, » répondit-il, minimisant la douleur qui pulsait dans son avant-bras. « Aria et ses petits sont ma priorité. » Le docteur Moreau, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par des années de terrain, s'approcha prudemment. « Où sont-ils » Martin fit un signe de tête vers l'intérieur du surplomb. Sous l'avancée rocheuse, 2 chatons, nés pendant l'orage. Le plus petit a eu des difficultés respiratoires, mais il semble se stabiliser. Aria est... disons qu'elle est relativement calme pour l'instant, mais je ne garantis pas qu'elle le restera si vous vous approchez trop. Le vétérinaire hocha la tête, compréhensif. Il avait l'habitude des comportements imprévisibles des animaux sauvages, surtout lorsqu'il s'agissait de mères protégeant leurs petits. « Les pompiers s'occupent du feu », informa Claire. « Il est presque maîtrisé grâce à la pluie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Martin leur raconta brièvement les événements, la foudre frappant le pylône, l'incendie qui avait failli piéger Aria et ses nouveau-nés, son intervention et la fuite désespérée juste avant l'effondrement de la structure métallique. Le docteur Moreau écoutait attentivement, son expression passant de l'inquiétude à l'admiration. « Tu as pris des risques inconsidérés, » déclara-t-il finalement, « mais je comprends pourquoi. Aria est l'une des dernières femelles reproductrices de la région. Ces petits représentent un espoir pour toute la population de lynx roux des Cévennes. » Il se tourna vers son assistant qui venait de les rejoindre, portant une caisse de matériel médical. « Préparez un kit d'examen minimal, une solution de réhydratation et des antibiotiques à large spectre. Et sortez la cage de transport spéciale. » Martin fronça les sourcils. « Vous comptez les déplacer ?» « C'est la procédure standard dans ces circonstances, » répondit le vétérinaire. « La mère est blessée, épuisée par la mise bas et le stress. Les chatons sont vulnérables. L'un d'eux présente des signes de détresse. Ils ont besoin d'une surveillance médicale. »« Mais Aria va résister, » objecta Martin. « Elle risque de se blesser ou de blesser les chatons en tentant de s'échapper. » Le docteur Moreau considéra cette remarque, pesant visiblement le pour et le contre. « Que proposes-tu » Martin réfléchit rapidement. « Laissez-moi essayer de la convaincre. Elle me tolère déjà dans une certaine mesure. » Claire et le vétérinaire échangèrent un regard sceptique. « C'est un animal sauvage, Martin, » rappela doucement Claire. « Pas un chat domestique. »« Je le sais bien, » répliqua-t-il. « Mais je pense qu'elle a compris que nous voulons l'aider. Donnez-moi une chance d'éviter un stress supplémentaire. » Après un moment d'hésitation, le docteur Moreau acquiesça. « D'accord, mais je reste à proximité avec le matériel de tranquillisation au cas où les choses tourneraient de mal. » Martin hocha la tête, reconnaissant, puis se tourna vers l'abri rocheux. Prenant une profonde inspiration, il s'avança lentement, les mains légèrement écartées pour montrer qu'il ne représentait pas une menace. « Aria !» appela-t-il doucement, utilisant le nom que les humains lui avaient redonné. « Ces personnes sont là pour t'aider, toi et tes petits. » La femelle lynx était toujours blottie au fond de l'abri, ses yeux dorés brillant dans la pénombre comme 2 flammes. Ses oreilles étaient plaquées en arrière, signe de sa méfiance, mais elle ne grondait pas. Martin s'accroupit à distance respectueuse, maintenant un contact visuel non agressif. « Je sais que tu as peur, » continua-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais tes petits ont besoin de soins, et toi aussi. » À sa grande surprise, Aria émit un son qu'il n'avait jamais entendu auparavant.
quelque chose entre un ronronnement et un gémissement doux. Elle lécha l'un de ses chatons, puis leva les yeux vers Martin, comme si elle évaluait ses intentions. Encouragé, il s'avança un peu plus, sortant de sa poche le morceau de viande séchée qu'il gardait toujours pour ses longues journées de terrain. L'odeur attira immédiatement l'attention d'Aria, dont les narines frémirent. « Tu dois être affamé », dit-il en déposant délicatement la viande à mi-chemin entre eux. Claire et le docteur Moreau observaient la scène avec stupéfaction, n'osant à peine respirer. Ce qui se passait sous leurs yeux défiait toute leur connaissance sur le comportement des félins sauvages. Aria hésita longuement, son regard alternant entre la nourriture offerte et ses chatons vulnérables. Puis, avec une lenteur délibérée, elle s'avança, saisit la viande séchée et retourna promptement auprès de ses petits pour la dévorer. Martin saisit cette opportunité pour faire signe au docteur Moreau de s'approcher. Le vétérinaire s'exécuta avec une prudence extrême, son kit médical à la main. « Incroyable », murmura-t-il. « En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu un lynx sauvage tolérer ainsi la présence humaine après une mise bas. Elle est intelligente », répondit simplement Martin. « Et elle a compris que nous représentons la meilleure chance de survie pour ses petits. » Le docteur Moreau s'accroupit à côté de Martin, sortant de son kit une seringue contenant un sédatif léger. « Je préférerais éviter ça », dit Martin en voyant le médicament. « C'est juste une précaution », assura le vétérinaire. « Un tranquillisant très léger qui la calmera sans l'endormir complètement. Elle restera consciente mais sera moins susceptible de paniquer pendant l'examen des petits. » Martin acquiesça à contre-cœur, comprenant la nécessité médicale. « Comment procède-t-on ? » « Je vais lui administrer le sédatif à distance avec ce pistolet pneumatique. Ensuite, nous attendrons qu'il fasse effet avant d'examiner les chatons. » Tout se passa avec une efficacité remarquable. Aria tressaillit à peine lorsque la fléchette l'atteignit, trop occupée à finir la viande séchée. En quelques minutes, ses mouvements devinrent plus lents, ses paupières s'alourdissant légèrement, mais elle restait alerte, ses yeux fixés sur les humains qui s'approchaient de ses précieux petits. Le docteur Moreau procéda à un examen rapide mais minutieux des chatons, Martin restant près de la tête d'Aria, lui parlant doucement pour la rassurer. « 2 mâles », annonça le vétérinaire. « Le plus grand est en parfaite santé, mais le petit présente effectivement des signes de détresse respiratoire. » Il sortit un minuscule stéthoscope et écouta attentivement la poitrine du chaton. Probablement une inhalation de fumée. Il lui faut de l'oxygène et des antibiotiques préventifs. Claire s'approcha avec une petite bonbonne et un masque adapté au nouveau-né. Avec des gestes experts, elle administra un supplément d'oxygène au chaton qui réagit presque immédiatement, ses mouvements devenant plus vigoureux. Pendant ce temps, le docteur Moreau examinait Aria, constatant quelques brûlures superficielles sur ses pattes et son flanc droit. « Elle s'en remettra », déclara-t-il finalement. « C'est une survivante. Mais je m'inquiète pour le petit. Il a besoin d'une surveillance continue pendant au moins 48 heures. » Martin réfléchit rapidement. L'idée de séparer Aria de ses petits lui était insupportable, mais la survie du chaton fragile était prioritaire. « Et si nous les emmenions tous au centre de soins ?» proposa-t-il. « Aria et les 2 chatons, nous pourrions aménager un espace isolé, calme, où elle pourrait s'occuper d'eux tout en bénéficiant d'une surveillance médicale. » Le docteur Moreau considéra cette suggestion, pesant les risques et les avantages. « C'est peu orthodoxe, admit-il. Généralement, nous évitons de déplacer les mères avec leurs petits, surtout quand il s'agit d'animaux sauvages. Mais dans ce cas précis, il jeta un regard à Aria, qui, malgré l'effet du sédatif, suivait attentivement chaque mouvement autour de ses chatons. « Son comportement est remarquable, » concéda-t-il, presque comme si elle comprenait que nous sommes là pour l'aider. Claire intervint, pragmatique comme toujours. Le centre dispose d'une salle d'isolement avec accès extérieur. Nous pourrions la transformer en habitat temporaire.
La décision fut prise. Avec une coordination méticuleuse, ils préparèrent le transport d'Aria et de ses petits vers le centre de soins pour la faune sauvage. La cage spéciale fut garnie de couvertures douces et les chatons y furent placés en premier, suivis par leur mère sédatée qui, étonnamment, se laissa guider sans résistance excessive. Le trajet vers le centre de soins pour la faune sauvage se déroula dans une atmosphère tendue. Martin avait insisté pour voyager dans le même véhicule qu'Aria et ses petits, refusant de laisser la femelle lynx affronter seule cette nouvelle épreuve. Assis à l'arrière du 4x4 médical, il gardait un œil constant sur la cage de transport spécial, où Aria, bien que toujours sous l'effet du léger sédatif, restait vigilante, ses yeux dorés suivant chaque mouvement, chaque vibration du véhicule qui serpentait sur les routes détrempées. Les chatons avaient été placés dans une petite couveuse portable connectée à une bouteille d'oxygène, le plus fragile des deux, bénéficiant d'une attention particulière. Ses minuscules flancs se soulevaient rapidement, sa respiration encore irrégulière, malgré les soins d'urgence administrés sur place. « Il lutte », murmura le docteur Moreau, qui vérifiait régulièrement les constantes du petit félin. « Il a de la volonté, comme sa mère. » Martin acquiesça silencieusement. Il avait assisté à de nombreuses naissances dans la nature, certaines couronnées de succès, d'autres se soldant par des tragédies. La vie sauvage était ainsi faite, impitoyable, souvent cruelle, ne laissant aucune place aux faibles. Pourtant, ce soir, il ressentait un besoin impérieux d'intervenir dans ce cycle naturel, de donner une chance à ce minuscule être qui n'avait pas demandé à naître sous un orage dévastateur. « Nous y sommes presque », annonça Claire depuis le siège avant, alors que les phares du véhicule éclairaient enfin la silhouette familière du centre de soins. Nichée au cœur de la forêt cévenole, la structure se composait d'un bâtiment principal entouré de plusieurs enclos extérieurs et de dépendances techniques. À cette heure tardive, seules quelques fenêtres étaient éclairées, mais Martin savait que l'équipe de nuit avait été alertée et se préparait à les accueillir. À peine le véhicule immobilisé, une petite équipe émergea du bâtiment, portant des imperméables qui luisaient sous la pluie fine qui continuait de tomber. Martin reconnut Émilie, la vétérinaire assistante, et Thomas, le soigneur principal, tous deux spécialistes des félins sauvages. « Tout est prêt », annonça Émilie, ouvrant la porte arrière du 4x4 pour aider au déchargement. « Nous avons aménagé la salle d'isolement sud comme demandé. Elle a un accès direct sur l'extérieur et nous avons recréé un environnement aussi naturel que possible. » Thomas s'approcha, examinant la cage où Aria observait les nouveaux venus avec une méfiance renouvelée. « C'est vraiment Aria ?» demanda-t-il avec une pointe d'incrédulité. « La femelle qui a toujours réussi à éviter nos pièges photographiques pendant des années ?» Martin ne put s'empêcher de sourire malgré la situation tendue. « Elle-même. Et crois-moi, elle n'est pas plus ravie d'être ici que toi de l'accueillir. Mais les circonstances sont exceptionnelles. » Avec une précaution extrême, ils transportèrent d'abord la couveuse contenant les chatons vers la salle d'isolement, suivie par la cage d'Aria. La femelle lynx semblait de plus en plus agitée à mesure que l'effet du sédatif se dissipait, grondant sourdement lorsque trop de personnes s'approchèrent de sa cage. La salle d'isolement avait été transformée de façon impressionnante en un temps record. L'équipe avait recréé un petit coin de forêt cévenole, avec un sol recouvert de terre et de feuilles, des branches stratégiquement disposées, et même un petit rocher artificiel formant une cachette idéale. Dans un coin, une petite source d'eau courante avait été aménagée. « Vous avez fait un travail remarquable », commenta Martin, sincèrement impressionné. « Nous voulions minimiser son stress », expliqua Émilie. « Les félins sauvages peuvent dépérir rapidement en captivité, surtout après un événement traumatisant. » Le docteur Moreau dirigea l'installation de la couveuse dans une alcôve spécialement aménagée, connectant rapidement les chatons à des moniteurs plus sophistiqués que ceux utilisés sur le terrain.
Le plus grand va bien, annonça-t-il après un examen approfondi. Température normale, respiration régulière, mais le petit, il fronça les sourcils, ajustant le débit d'oxygène. Sa saturation reste trop basse. Je crains une pneumonie d'inhalation. Martin sentit son cœur se serrer. Une pneumonie, chez un chaton si jeune, si fragile, pouvait être fatale en quelques heures. Quelles sont ses chances ? Demanda-t-il, redoutant la réponse. Le vétérinaire hésita, cherchant ses mots avec soin. Difficile à dire. Dans la nature, il n'en aurait probablement aucune. Ici, avec les soins intensifs, peut-être 50%. C'est un combat entre sa volonté de vivre et les dommages causés par la fumée. Pendant ce temps, Claire et Thomas s'occupaient d'Aria, préparant sa libération dans l'espace aménagé. La procédure standard aurait voulu qu'il laisse la cage ouverte et se retire, permettant à l'animal de sortir à son propre rythme. Mais les circonstances étaient loin d'être standards. « Comment procède-t-on avec les chatons ?» demanda Claire. « Normalement, ils devraient rester avec leur mère, mais celui-ci a besoin de soins constants. » Une discussion technique s'ensuivit entre les spécialistes, pesant les avantages et inconvénients de différentes approches. Martin écoutait, de plus en plus préoccupé par la complexité de la situation qu'il avait contribué à créer en insistant pour sauver cette famille sauvage. « Et si nous laissions Aria décider ?» intervint-il finalement, interrompant le débat médical. Tous les regards se tournèrent vers lui, mêlant surprise et scepticisme. « Que veux-tu dire ?» demanda le docteur Moreau. Martin s'approcha de la couveuse, puis de la cage d'Aria qui s'était mise à gronder plus fort en le voyant manipuler ses petits. « Je suggère que nous placions la couveuse à l'intérieur de son espace, mais protégée par une grille que nous pourrons ouvrir ou fermer selon les besoins médicaux. Elle pourra voir et sentir ses chatons, mais nous pourrons aussi les atteindre facilement pour les soins. » Le docteur Moreau considéra cette proposition, échangeant un regard avec Émilie qui hocha lentement la tête. « Ça pourrait fonctionner, » admit-elle. « Les félins comprennent mieux que nous le pensons. Si elle voit que nous soignons ces petits et les lui rendons régulièrement, elle pourrait accepter cette situation temporaire. » La décision fut prise. Avec une coordination méticuleuse, ils installèrent la couveuse modifiée dans un coin de l'espace, protégée par une grille amovible, mais suffisamment ouverte pour qu'Aria puisse voir et sentir ses petits. Le chaton en bonne santé fut placé dans un petit panier juste à côté, facilement accessible pour sa mère. Maintenant, le moment critique, murmura le docteur Moreau, alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la cage d'Aria. Martin fit signe à tout le monde de reculer jusqu'à la porte de sortie, ne restant que lui près de la cage, accroupi à distance respectueuse. « Allez-y, » dit-il doucement. La porte de la cage s'ouvrit avec un léger cliquetis métallique. Pendant de longues secondes, rien ne se produisit. Puis, lentement, Aria émergea, ses mouvements fluides malgré l'épuisement évident qui marquait son corps élancé. Ses narines frémirent, analysant chaque odeur, ses yeux scrutant chaque recoin de son nouvel environnement. Son attention se fixa immédiatement sur la couveuse et le panier contenant ses petits. Elle s'approcha avec prudence, reniflant intensément, ses oreilles pointées en avant dans une concentration absolue. Un grondement sourd monta de sa gorge lorsqu'elle comprit qu'une barrière l'empêchait d'atteindre l'un de ses chatons. « Doucement », murmura Martin, restant parfaitement immobile. « Il a besoin de ses soins. » Comme si elle comprenait ses paroles, Aria tourna la tête vers lui, leurs regards se croisant dans un échange silencieux, chargé d'une intensité presque palpable. Puis, à la surprise générale, elle s'approcha du panier contenant son chaton en bonne santé, le saisit délicatement par la peau du cou et l'emporta vers le petit abri rocheux où elle commença à le lécher méthodiquement. Un soupir collectif de soulagement parcourut l'équipe médicale qui observait la scène depuis l'entrée de la salle. « Première étape réussie », chuchota le docteur Moreau.
Elle accepte la situation, du moins pour l'instant. Martin resta encore quelques minutes, observant Aria s'installer avec son chaton, avant de rejoindre le reste de l'équipe qui s'était retirée dans la salle d'observation adjacente, équipée de moniteurs reliés aux caméras discrètement installées dans l'enclos. « Ton bras nécessite des soins », lui rappela Claire, pointant du doigt les bandages de fortune maintenant imbibés de sang. Martin acquiesça distraitement, son attention toujours fixée sur l'écran montrant Aria et son petit. « Elle est remarquable », murmura-t-il pendant qu'Émilie nettoyait et suturait sa blessure. La plupart des félins sauvages se jetteraient contre les parois, cherchant désespérément à s'échapper. Les mères sont capables d'adaptations extraordinaires quand la survie de leur petit est en jeu, observa le docteur Moreau, mais je dois admettre que son comportement est exceptionnel, presque comme si elle nous faisait confiance, compléta Martin. La nuit passa lentement, rythmée par les contrôles réguliers du chaton malade que l'équipe avait officieusement nommé Éclair, en référence aux circonstances dramatiques de sa naissance. Son frère, plus robuste, avait été baptisé Tonnerre. Des noms temporaires, bien sûr, ces animaux étaient destinés à retrouver la vie sauvage, mais l'équipe avait besoin de les différencier dans leurs rapports médicaux. Martin avait refusé de quitter le centre malgré l'insistance de Claire et l'assurance du docteur Moreau que tout serait fait pour sauver le petit félin. Il s'était installé dans la salle d'observation, alternant entre de courtes périodes de sommeil agité sur un canapé inconfortable et de longues heures à surveiller les écrans montrant Aria et ses petits. À l'aube, Émilie le réveilla doucement, lui tendant une tasse de café fumant. « Comment va-t-il » demanda immédiatement Martin, les yeux rivés sur l'écran où il pouvait voir le docteur Moreau penché sur la couveuse. « Stable », répondit Émilie avec un léger sourire. Sa saturation en oxygène s'est améliorée pendant la nuit. Il n'est pas encore tiré d'affaire, mais c'est encourageant. Martin poussa un soupir de soulagement, sentant pour la première fois depuis des heures la tension dans ses épaules se relâcher légèrement. « Et Aria ?»« Remarquable », dit Émilie, secouant légèrement la tête, comme si elle-même n'en croyait pas ses yeux. Elle reste calme, s'occupe parfaitement de Tonnerre et observe attentivement chaque fois que nous intervenons auprès d'Éclair. Elle n'a pas manifesté d'agressivité, juste une vigilance intense. Martin acquiesça, ne cachant pas sa fierté. « Je vous l'avais dit. Elle comprend. » Le docteur Moreau sortit de la salle d'isolement et les rejoignit, ôtant ses gants avec un geste méthodique qui trahissait des années de pratique. « Nous allons tenter quelque chose », annonça-t-il. « Éclair est suffisamment stable pour passer un peu de temps avec sa mère. Je pense que ce contact est crucial pour son développement et honnêtement, Aria a un pouvoir thérapeutique que toute notre technologie médicale ne peut égaler. » « Vous allez le sortir de la couveuse ?» demanda Martin, surpris par cette décision qui semblait contredire la prudence habituelle du vétérinaire. « Par période courte et surveillée », précisa le docteur Moreau. « 15 minutes pour commencer. Nous resterons à proximité pour intervenir au moindre signe de détresse respiratoire. » La procédure fut minutieusement préparée. Thomas, le soigneur, se positionna stratégiquement, prêt à intervenir si nécessaire, tandis qu'Émilie préparait une seringue d'urgence contenant des médicaments respiratoires. Le docteur Moreau, quant à lui, ouvrit délicatement la couveuse et saisit le minuscule chaton avec des gestes d'une infinie précaution. Martin observait la scène depuis la salle d'observation, le cœur battant. Sur l'écran, il pouvait voir Aria se redresser, immédiatement alertée par l'activité inhabituelle. Ses oreilles étaient dressées, son corps tendu, mais elle ne montrait aucun signe d'agressivité, juste une attention intense. Le docteur Moreau s'approcha de la grille séparant l'espace médical de la zone aménagée pour Aria. Avec des mouvements lents et délibérés, il ouvrit une petite trappe et déposa Éclair sur un coussin chauffant, juste à la limite de l'espace accessible à sa mère. Le temps sembla se suspendre,
alors qu'Arya s'approchait, reniflant l'air avec une concentration absolue. Puis, avec une grâce fluide qui contrastait avec la tension ambiante, elle s'avança et saisit délicatement son second chaton, l'emportant vers le nid où Tonnerre attendait, recroquevillé en boule. « Incroyable !» souffla Thomas, exprimant tout haut ce que chacun pensait tout bas. Les 15 minutes qui suivirent furent parmi les plus émouvantes que Martin ait jamais vécues. Arya léchait méthodiquement Éclair, stimulant sa circulation et sa respiration avec une efficacité que les meilleurs soins médicaux ne pouvaient reproduire. Le petit corps fragile semblait se renforcer sous les attentions maternelles, ses mouvements devenant progressivement plus vigoureux. Lorsque le docteur Moreau signala que le temps était écoulé, Arya surprit de nouveau tout le monde. Au lieu de résister, elle permit au vétérinaire de reprendre Éclair, se contentant de suivre l'opération du regard avec une intensité brûlante. « Elle coopère », murmura Émilie stupéfaite. « C'est comme si elle comprenait que nous essayons de l'aider. »« Peut-être que c'est exactement ce qu'elle comprend », répondit Martin, incapable de dissimuler l'émotion dans sa voix. Les jours suivants établirent une routine étrange mais fonctionnelle. L'état d'Éclair s'améliorait progressivement, permettant d'allonger ses périodes avec sa mère et son frère. Arya, quant à elle, s'adaptait à cette vie en captivité avec une résignation qui surprenait tous les spécialistes du comportement félin. « C'est contre nature », commenta un matin le docteur Bertrand, directeur du programme de conservation des félins sauvages, venu spécialement de Montpellier pour observer ce cas unique. Un lynx roux adulte, capturé en pleine nature, devrait présenter des signes de stress intense, refus de s'alimenter, comportement stéréotypé, agressivité. Arya n'est pas un cas ordinaire, défendit Martin, qui avait pris l'habitude de passer plusieurs heures par jour assis près de l'enclos, parfois lisant à voix haute des rapports ou simplement parlant doucement à la femelle lynx qui semblait apprécier sa présence. L'histoire d'Arya et de ses chatons avait rapidement dépassé les cercles spécialisés. La presse locale s'était d'abord emparée de l'affaire. Miracle sous l'orage, des chatons lynx sauvés in extremis, avant que les médias nationaux ne s'y intéressent. Les demandes d'interviews et de reportages affluaient, mettant l'équipe du centre dans une position délicate. « Nous devons protéger leur tranquillité », insista Martin lors d'une réunion de crise avec la direction du parc national. Un défilé de caméras et de journalistes compromettrait le rétablissement d'Éclair et pourrait perturber le comportement d'Arya. Mais c'est une opportunité incroyable de sensibilisation, argumenta le responsable de la communication. Le lynx roux des Cévennes est méconnu du grand public. Cette histoire pourrait attirer l'attention sur les problèmes de conservation, les dangers des pylônes électriques en milieu naturel. La discussion fut longue et houleuse, mais un compromis fut finalement trouvé. Un seul photographe et un journaliste seraient autorisés à documenter l'histoire sous la supervision stricte de l'équipe médicale. Le reste de la communication se ferait via des communiqués officiels et quelques images soigneusement sélectionnées. Une semaine après le sauvetage dramatique, alors que l'état d'Éclair s'améliorait suffisamment pour envisager un retour permanent auprès de sa mère, Martin reçut un appel qui le fit pâlir. Claire, qui passait justement près de lui, s'arrêta immédiatement, inquiète par son expression. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle dès qu'il eut raccroché. Martin passa une main fatiguée sur son visage. C'était la direction du parc. Le ministre de l'Environnement a entendu parler d'Arya et de ses chatons. Il veut venir les voir, avec une délégation et des caméras. Claire grimaça. « Quand ?»« Demain. »« C'est de la folie. Et Claire est encore fragile. Et Arya, elle tolère notre présence parce que nous avons établi une routine, un lien de confiance. Une invasion de personnes inconnues pourrait tout compromettre. » Martin acquiesça sombrement. « C'est exactement ce que j'ai dit. Mais apparemment,
Le ministre prépare une grande annonce sur la protection des espèces menacées, et il veut utiliser cette histoire comme une illustration. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du docteur Moreau, dont l'expression inhabituellement grave confirma qu'il était déjà au courant. « J'ai contacté tous mes collègues qui ont une influence quelconque », annonça-t-il sans préambule. « Nous essayons de faire comprendre les risques d'une telle visite. Mais en attendant, nous devons nous préparer au pire scénario. » Le reste de la journée fut consacré à élaborer un plan de contingence. La salle d'isolement fut réaménagée pour créer une zone tampon supplémentaire entre les visiteurs potentiels et l'espace d'Aria. Des protocoles d'urgence furent établis en cas de stress excessif chez la mère ou les chatons. Ce soir-là, alors que le centre se vidait progressivement, Martin resta seul dans la salle d'observation, contemplant Aria, qui allaitait paisiblement ses deux petits, désormais réunis pour la nuit. Le petit éclair, bien que toujours plus frêle que son frère, tétait avec une vigueur encourageante. Martin se réveilla en sursaut, le coup douloureux d'avoir dormi dans une position inconfortable sur le canapé de la salle d'observation. L'aube pointait à peine, teintant le ciel d'une lueur bleutée qui filtrait à travers les stores. Sur les écrans de contrôle, il pouvait voir Aria, déjà éveillée, procédant à la toilette minutieuse de ses petits. Il se leva, étirant ses muscles endoloris, et consulta les données médicales enregistrées pendant la nuit. Les constantes d'éclair continuaient de s'améliorer. Sa respiration était plus régulière, sa température stable. Un petit miracle, considérant son état critique quelques jours plus tôt. La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer Claire qui portait 2 tasses fumantes. « Tu as passé la nuit ici », constata-t-elle en lui tendant un café. Ce n'était pas une question. Martin accepta la boisson avec gratitude. « Je voulais être là en cas de problème. » Claire s'assit à côté de lui, observant les écrans en silence pendant quelques instants. « Le ministre arrive à 11 heures, dit-elle finalement. Avec 3 assistants, un photographe officiel et 2 journalistes accrédités. Martin grimaça. Trop de monde. Le docteur Moreau a réussi à négocier. À l'origine, il voulait venir à 15. 15 personnes. Martin secoua la tête, incrédule. Ils n'ont aucune idée de la fragilité de cette situation, n'est-ce pas? Pour eux, c'est une belle histoire à raconter, une opportunité politique, répondit Claire avec une pointe d'amertume. Le sauvetage héroïque d'une espèce menacée, juste à temps pour la nouvelle loi sur la biodiversité. Martin but une gorgée de café, réfléchissant. Comment allons-nous procéder? Le docteur Moreau a établi un protocole strict, 3 personnes maximum dans l'antichambre d'observation à la fois. Pas d'accès direct à la salle d'isolement, temps de visite limité à 10 minutes par groupe. Et Thomas restera en permanence près d'Aria avec un sédatif léger, au cas où. Martin hocha la tête, peu convaincu mais conscient qu'il n'avait pas vraiment le choix. J'aimerais être présent dans la salle pendant toute la durée de la visite. Aria est habituée à moi. Le docteur y a déjà pensé, confirma Claire. Tu seras le gardien officiel, chargé d'expliquer la situation aux visiteurs et de surveiller les réactions d'Aria. Les heures suivantes furent consacrées aux préparatifs de cette visite à haut risque. L'équipe médicale procéda à un examen complet d'Éclair, s'assurant qu'il était suffisamment stable pour faire face au stress potentiel. L'enclos d'Aria fut légèrement réaménagé pour créer une zone de refuge supplémentaire, invisible depuis la vitre d'observation, où elle pourrait se retirer avec ses petits si la situation devenait trop stressante. À 10h30, Martin entra dans la salle d'isolement pour sa visite quotidienne à Aria. Ces moments étaient devenus un rituel important. Il s'asseyait simplement à une distance respectueuse, parlant doucement à la femelle lynx qui, étonnamment, semblait apprécier ses interactions, parfois même s'approchant jusqu'à quelques mètres de lui. « Nous allons avoir des visiteurs aujourd'hui », lui expliqua-t-il, comme si elle pouvait comprendre chaque mot.
Des gens importants, apparemment. Ils ne resteront pas longtemps, et je serai là tout le temps. Aria l'observait de ses yeux ambrés, la tête légèrement inclinée, ses oreilles orientées vers lui avec attention. « Je sais que tu préférerais être dehors, libre avec tes petits, » continua Martin, « et je te promets que ce jour viendra. Mais pour l'instant, nous devons nous assurer qu'Éclair est suffisamment fort. » Comme en réponse à son nom, le petit chaton émergea de sous le ventre de sa mère, titubant maladroitement sur ses pattes encore instables. Il était nettement plus petit que son frère, mais chaque jour qui passait renforçait sa détermination à survivre. À 11 heures précises, le vrombissement de plusieurs moteurs annonça l'arrivée de la délégation ministérielle. Martin rejoignit le docteur Moreau et le directeur du parc national à l'entrée du centre, où ils accueillirent le ministre de l'Environnement, un homme d'une 50aine d'années, au sourire politique bien rodé, et sa suite. « C'est un honneur de vous recevoir, monsieur le ministre », déclara le directeur avec une déférence calculée. « Mais je dois insister sur l'importance de respecter les protocoles que nous avons établis. La mère Lynx et ses petits sont dans une situation délicate. » « Bien entendu, acquiesça le ministre avec un geste désinvolte de la main. « Nous sommes ici pour célébrer un succès de conservation, pas pour perturber le travail remarquable de vos équipes. » Malgré ces assurances, Martin sentit immédiatement que les priorités du ministre n'étaient pas alignées avec les leurs. Son regard s'attardait sur le photographe qui réglait son équipement, et il parlait déjà à mi-voix avec son assistant des angles médiatiques à exploiter. La visite commença par une présentation du docteur Moreau sur les circonstances exceptionnelles du sauvetage et l'importance de cette naissance pour la population fragile de lynx roux des Cévennes. « Nous estimons qu'il reste moins de 40 individus dans toute la région, » expliqua le vétérinaire, pointant une carte de répartition. « Chaque naissance est cruciale pour la survie de l'espèce, et le fait qu'Aria ait mis bas 2 mâles en bonne santé représente un espoir considérable. » Le ministre hochait la tête avec un intérêt poli, mais ses yeux trahissaient son impatience. « Pouvons-nous les voir maintenant ?» demanda-t-il finalement, interrompant les explications techniques. Le moment que Martin redoutait était arrivé. Selon le protocole établi, le premier groupe, composé du ministre, de son assistant principal et du photographe, fut conduit vers la salle d'observation adjacente à l'enclos d'Aria. Martin les précéda, entrant d'abord seul dans la salle d'isolement pour prévenir Aria de la présence imminente d'étrangers. « Tout va bien se passer », murmura-t-il, s'accroupissant à sa place habituelle. « Je reste ici avec toi. » Aria, qui allaitait ses petits dans le nid aménagé, leva la tête vers lui, ses narines frémissant légèrement. Elle semblait calme, mais Martin connaissait désormais suffisamment ses expressions pour détecter la tension subtile dans son corps. Thomas se positionna discrètement près de la sortie de secours, seringue hypodermique à portée de main. Tout était prêt. La porte de la salle d'observation s'ouvrit et le ministre entra, immédiatement attiré vers la vitre qui offrait une vue parfaite sur Aria et ses petits. Son visage s'illumina devant ce tableau attendrissant. « Extraordinaire », souffla-t-il, visiblement impressionné malgré son détachement initial. « Et vous dites qu'elle a été sauvée pendant l'orage avec ses petits ?» En réalité, elle venait tout juste de mettre bas quand la foudre a frappé le pylône, précisa Martin, parlant à voix basse pour ne pas perturber Aria. Sans intervention, ils seraient tous morts dans l'incendie qui a suivi. Le photographe s'activait déjà, ajustant son objectif pour capturer la scène sous son meilleur angle. Le flash de son appareil déclencha la première réaction d'Aria, un tressaillement nerveux, ses oreilles se plaquant momentanément contre son crâne. « Pas de flash, s'il vous plaît », intervint immédiatement Martin. « Cela perturbe ses sens. » Le photographe s'excusa et désactiva le flash, mais le mal était fait. Aria était maintenant en alerte, son regard fixé sur la vitre derrière laquelle s'agitaient les humains inconnus. La visite se poursuivit pendant les 10 minutes prévues, le ministre posant des questions surprenamment pertinentes
sur le programme de conservation des lynx et les mesures envisagées pour sécuriser leur habitat. Puis, comme convenu, ils sortirent pour laisser place au second groupe. C'est à ce moment que l'incident se produisit. L'un des journalistes, impatient d'obtenir son exclusivité, se faufila dans la salle d'observation pendant l'intervalle, accompagné d'un caméraman qui n'était pas sur la liste des visiteurs autorisés. « Juste une image rapide », insista-t-il face aux protestations de Claire qui tentaient de les bloquer. « Le public a le droit de voir cette histoire extraordinaire. » Avant que quiconque puisse réagir, le caméraman avait poussé la porte entr'ouverte de la salle d'isolement elle-même, violant le protocole le plus strict, et avançait son objectif vers Aria. La réaction fut instantanée et terrifiante. La femelle lynx bondit sur ses pattes, le poil hérissé, un grondement profond montant de sa gorge. En une fraction de seconde, elle saisit Éclair par la peau du cou et se précipita vers la zone de refuge, Tonnerre la suivant maladroitement. « Sortez immédiatement !» hurla Martin, se plaçant entre l'intrus et la direction qu'avait prise Aria. Le caméraman recula précipitamment, mais le mal était fait. Les alarmes des moniteurs médicaux se déclenchèrent, signalant une détresse chez Éclair dont les constantes vitales s'affolaient sous l'effet du stress et du mouvement brusque. Thomas s'élança vers la zone de refuge, seringue à la main, mais Martin l'arrêta d'un geste. « Non, ça ne ferait qu'aggraver les choses. Laissez-moi essayer. » Le chaos s'empara du centre de soins. Le ministre et sa délégation furent rapidement évacués vers la salle de conférence, tandis que le docteur Moreau, livide de colère, ordonnait l'expulsion immédiate du journaliste et de son caméraman. Claire verrouilla les accès à la zone sensible, limitant l'entrée au personnel strictement nécessaire. Dans la salle d'isolement, Martin s'approcha lentement de la zone de refuge où Aria s'était retranchée avec ses petits. L'espace avait été spécialement conçu pour être inaccessible aux humains. Un tunnel étroit menant à une petite cavité aménagée entre des rochers artificiels. De l'extérieur, seule une caméra infrarouge permettait de voir ce qui s'y passait. Sur l'écran de contrôle, Martin pouvait distinguer Aria, recroquevillée au fond de l'abri, ses petits serrés contre elle. Éclair semblait inerte, sa respiration visiblement laborieuse. L'alarme médicale continuait de signaler des constantes préoccupantes. Son rythme cardiaque est beaucoup trop élevé, murmura Émilie, qui surveillait les données vitales transmises par la puce sous-cutanée implantée lors des premiers soins, et sa saturation en oxygène chute. Nous devons intervenir rapidement. Si nous tentons d'entrer dans son refuge, elle va paniquer davantage, répondit Martin, réfléchissant frénétiquement à une solution, et l'état d'Éclair pourrait s'aggraver. Le docteur Moreau les rejoignit, le visage grave. « Nous avons peut-être 10 minutes avant que la situation ne devienne critique pour le chaton. Des idées ?» Martin fixa l'écran, observant Aria qui léchait désespérément Éclair, comme si elle tentait elle-même de le ranimer. Une idée lui vint, risquée, mais peut-être leur seule chance. « Je vais essayer de la faire sortir volontairement, » annonça-t-il. « Elle me fait confiance, du moins autant qu'un animal sauvage peut faire confiance à un humain. »« C'est trop dangereux, » protesta Claire. « Elle est dans un état de stress extrême. Son instinct maternel décuplé pourrait la rendre imprévisible même avec toi. »« As-tu une meilleure solution ?» demanda doucement Martin. Sans attendre de réponse, il se dirigea vers le matériel médical et s'empara de la couveuse portable. « Préparez tout pour une intervention d'urgence sur Éclair. Soyez prêts à agir dès que je l'aurai récupéré. » Le docteur Moreau hésita un instant, puis acquiesça. « 5 minutes, Martin. Pas une de plus. Après ça, nous devrons envisager une approche plus drastique. » Martin s'approcha de l'entrée du tunnel, couveuse en main, et s'accroupit. De sa position, il ne pouvait pas voir Aria, mais il savait qu'elle pouvait l'entendre et sentir sa présence. « Aria » appela-t-il doucement, utilisant le ton calme qu'il avait toujours employé avec elle. « C'est moi, Martin. Je sais que tu as eu peur,
Ces personnes ne reviendront pas, je te le promets. Seul le silence lui répondit, mais sur l'écran de contrôle, visible pour le reste de l'équipe, Arya avait légèrement redressé la tête, ses oreilles orientées vers la source de la voix familière. « Et Claire a besoin d'aide, » continua Martin. « Tu le sens, n'est-ce pas? Sa respiration est difficile. Tu sais que nous pouvons l'aider, comme nous l'avons fait depuis sa naissance. » Il ouvrit la couveuse portable et la plaça devant l'entrée du tunnel, bien visible. « Regarde, nous avons préparé ceci pour lui, pour qu'il puisse respirer plus facilement. » L'équipe médicale retenait son souffle, observant l'écran où Arya semblait hésiter, son regard alternant entre son petit en détresse et l'entrée du tunnel où la voix de Martin provenait. « Tu te souviens de la nuit de l'orage ?» poursuivit Martin, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu as fait face au feu pour protéger tes petits, et nous étions là pour t'aider. Maintenant, Éclair a encore besoin de cette aide. » Sur l'écran, Arya commença à bouger, se redressant lentement, tenant toujours Éclair dans sa gueule. Elle fit quelques pas vers l'entrée du tunnel, s'arrêtant à plusieurs reprises comme pour évaluer les risques. « Encore une minute !» chuchota Émilie, regardant avec incrédulité la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Elle semble comprendre. Martin continua de parler doucement, rassurant, encourageant. Et enfin, contre toute attente, Arya émergea du tunnel, Éclair délicatement maintenu par la peau du cou. Ses yeux dorés rencontrèrent ceux de Martin, brillants d'une intelligence et d'une conscience qui défiaient toutes les théories comportementales sur les félins sauvages. Avec une lenteur délibérée, elle déposa Éclair devant la couveuse, puis recula de quelques pas, observant intensément. Martin n'osait à peine respirer. « Merci », murmura-t-il, avant de faire un léger signe au docteur Moreau, qui s'approcha sans geste brusque. En quelques secondes, le vétérinaire avait saisi le chaton et l'avait placé dans la couveuse, où Émilie commença immédiatement à lui administrer de l'oxygène et des médicaments. Arya observait chaque geste, tendu, mais sans agressivité, comme si elle comprenait l'urgence de la situation. Tonnerre, resté jusqu'alors dans le refuge, émergea à son tour, titubant maladroitement vers sa mère qui l'accueillit avec un léchage rapide, mais sans quitter des yeux l'équipe médicale qui s'affairait autour d'Éclair. Les minutes qui suivirent furent tendues, chacun concentré sur sa tâche, l'équipe médicale luttant pour stabiliser Éclair, Martin maintenant, un contact rassurant avec Arya, et la femelle lynx elle-même, sentinelle silencieuse, qui semblait comprendre l'enjeu de chaque geste. « Ces constantes remontent », annonça finalement Émilie avec un soulagement évident. « La crise est en train de passer. » Comme si elle comprenait ses paroles, Arya se détendit légèrement, s'asseyant sur ses hanches, tout en gardant Tonnerre entre ses pattes avant. « Que s'est-il passé exactement ?» demanda le docteur Moreau une fois la situation stabilisée. « La manipulation brusque et le stress ont provoqué un bronchospasme, » expliqua Émilie. Ses poumons déjà fragilisés par l'inhalation de fumée se sont contractés, sans intervention rapide. Elle laissa sa phrase en suspens, mais chacun comprit la gravité de ce qui venait de se produire et le miracle de la coopération d'Arya. Pendant ce temps, dans la salle de conférence, le directeur du parc tentait de gérer les conséquences de l'incident avec le ministre et sa délégation. « C'est inadmissible », fulminait le ministre. « Cet acte irresponsable aurait pu coûter la vie à un animal précieux et compromettre tout le programme de conservation. » Le journaliste et le caméraman avaient été escortés hors du centre, mais le mal était fait. La nouvelle de l'incident se répandrait inévitablement. « Nous présentons nos plus sincères excuses, monsieur le ministre », répondit le directeur. « Ces individus ont délibérément enfreint nos protocoles de sécurité. »« Ce n'est pas à moi qu'il faut présenter des excuses », répliqua le ministre, surprenant tout le monde par la sincérité qui transparaissait soudain dans sa voix. « C'est à ces animaux et aux personnes qui risquent leur vie pour les sauver. » Un silence suivit cette déclaration,
avant que le ministre ne reprenne d'un ton plus officiel. « Je veux un rapport complet sur cet incident et sur les mesures qui seront prises pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Et concernant ces journalistes, je veillerai personnellement à ce que des sanctions appropriées soient appliquées. » Claire, qui venait d'entrer pour informer le groupe de l'état des clercs, fut surprise par ce changement d'attitude. « Le chaton est hors de danger », annonça-t-elle, grâce à l'intervention rapide de l'équipe et, grâce à la coopération extraordinaire d'Aria. « Coopération ?» répéta le ministre, intrigué. « Elle a littéralement amené son petit à Martin pour qu'il puisse être soigné, » expliqua Claire. « Un comportement sans précédent pour un félin sauvage. » Le ministre resta silencieux un moment, comme absorbé dans ses pensées. « J'aimerais voir les enregistrements de cet événement, » dit-il finalement. « Pas pour la publicité, mais pour comprendre ce qui s'est passé. » 2 heures plus tard, la délégation ministérielle quittait le centre dans une ambiance radicalement différente de celle de leur arrivée. Le ministre, visiblement ému par les images de la coopération d'Aria avec l'équipe médicale, avait annoncé son intention de doubler le financement du programme de conservation des lynx roux des Cévennes. « Ce que j'ai vu aujourd'hui va bien au-delà d'une simple opération de sauvetage », avait-il déclaré. « C'est une leçon sur la relation complexe entre l'homme et la nature sauvage, sur notre responsabilité envers les espèces que nos activités ont mises en danger. » Dans la salle d'isolement, la situation avait retrouvé un semblant de normalité. Et Claire, stabilisée mais toujours sous surveillance médicale, avait été placée dans une couveuse modifiée, permettant à Aria de le voir et de le sentir à travers une petite ouverture grillagée. La femelle lynx restait à proximité, alternant entre les soins prodigués à Tonnerre et sa surveillance attentive d'Éclair. Martin, épuisé par les émotions intenses de la journée, s'était assis dans un coin de la salle, observant cette famille improbable dont il était devenu, par la force des circonstances, une sorte de gardien. Les jours qui suivirent l'incident s'écoulèrent dans une routine presque paisible. L'état d'Éclair s'améliorait régulièrement, sa respiration devenant plus forte, son appétit plus vigoureux. La crise avait paradoxalement confirmé sa résilience. Il avait survécu à une épreuve qui aurait pu être fatale, prouvant que sa volonté de vivre était aussi tenace que celle de sa mère. Martin avait pratiquement élu domicile au centre de soins, ne rentrant chez lui que pour quelques heures de sommeil et une douche rapide avant de revenir auprès d'Aria et ses petits. Sa présence semblait apaiser la femelle lynx qui, après l'incident, s'était montrée plus méfiante envers les autres membres de l'équipe, tolérant à peine leurs interventions nécessaires. « Tu ne peux pas continuer comme ça », lui dit Claire un matin, alors qu'elle le trouvait endormi dans un fauteuil, des rapports non terminés éparpillés sur ses genoux. « Tu vas t'épuiser. » Martin se frotta les yeux, grimaçant sous l'effet des courbatures qui accompagnaient ces nuits inconfortables. « Je ne peux pas les laisser, » répondit-il simplement, comme si cette explication suffisait à justifier son comportement. Claire s'assit en face de lui, l'observant avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu sais ce que dit le docteur Moreau? Que tu es en train de t'imprégner, comme le ferait un chaton lynx. » Martin sourit faiblement. « C'est plutôt l'inverse, non? C'est Aria qui s'est imprégnée de moi, d'une certaine manière. »« Peut-être, » concéda Claire. « Mais cela soulève une question importante que nous devons commencer à considérer. » Martin savait exactement où elle voulait en venir. Cette question le hantait depuis des jours, troublant ses rares moments de sommeil. « La réintroduction dans la nature, » dit-il à voix basse. Claire acquiesça gravement. Les chatons vont bientôt entrer dans une phase critique de leur développement. Les prochaines semaines détermineront s'ils peuvent être relâchés ou s'ils sont trop imprégnés pour survivre seuls. Le silence s'installa entre eux, lourd d'implications. Réintroduire des animaux sauvages dans leur habitat naturel après une période de soins était toujours délicat, mais le cas d'Aria et ses petits présentait des défis uniques.
Le lien inhabituel qui s'était formé entre eux et l'équipe, particulièrement Martin, compliquait considérablement les protocoles standards. « Que suggère le docteur Moreau ?» demanda finalement Martin. « Il propose de commencer par déplacer la famille dans l'enclos extérieur dès qu'Éclair sera suffisamment robuste. Cela permettrait une première étape de réadaptation tout en maintenant une surveillance médicale. » L'enclos extérieur était une vaste structure de 2 hectares, entièrement sécurisée, mais offrant un environnement bien plus naturel, arbres, rochers, petits ruisseaux, et même quelques proies vivantes introduites régulièrement pour permettre aux prédateurs en réhabilitation de maintenir leurs instincts de chasse. Et ensuite, si tout se passe bien, une réintroduction progressive dans une zone protégée du parc, probablement d'ici 2 à 3 mois. Martin hocha la tête, tentant d'ignorer le pincement au cœur qu'il ressentait à l'idée de voir Aria et ses petits retourner à la vie sauvage. C'était le but, bien sûr, l'objectif ultime de tout ce travail. Mais quelque part en chemin, quelque chose avait changé. Le lien qu'il avait développé avec cette famille improbable dépassait le cadre professionnel. « Je sais ce que tu ressens », dit doucement Claire, lisant dans ses pensées avec cette perspicacité qui la caractérisait. « Mais tu sais aussi que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. » « Bien sûr, acquiesça Martin. Je n'ai jamais prétendu le contraire. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du docteur Moreau, dont l'expression inhabituellement enthousiaste suggérait une bonne nouvelle. « Les derniers résultats d'Éclair sont excellents, » annonça-t-il sans préambule. « Sa fonction pulmonaire est remontée à 85% de la normale et ses prises de poids sont constantes. Je pense que nous pouvons envisager le transfert vers l'enclos extérieur dès la semaine prochaine. » Cette nouvelle, bien qu'attendue, provoqua chez Martin un mélange contradictoire de joie et d'appréhension. Joie pour Aria et ses petits qui allaient pouvoir profiter d'un espace plus vaste, plus naturel. Appréhension face à cette première étape vers une séparation inévitable. « C'est une excellente nouvelle, » dit-il néanmoins, s'efforçant de maintenir un ton professionnel. « Il y a autre chose, » ajouta le docteur Moreau, sortant une tablette de sa sacoche. Les images de la caméra thermique installée dans l'enclos d'Aria ont capté quelque chose d'intéressant cette nuit. Il fit défiler plusieurs clichés nocturnes montrant Aria et ses petits pendant leur sommeil. Sur les dernières images, on pouvait clairement voir que la femelle lynx avait déplacé ses chatons, les installant précisément à l'endroit où Martin avait l'habitude de s'asseoir pendant ses visites. « Elle a associé ton odeur à un sentiment de sécurité », expliqua le vétérinaire. « Un comportement fascinant qui défie tout ce que nous pensions savoir sur les félidés sauvages adultes. » Martin observa les images, touché par ce geste qui semblait confirmer ce lien particulier qu'il ressentait. Mais cette révélation renforçait également son inquiétude quant à la réintroduction future. « Est-ce un problème pour leur retour à la vie sauvage ?» demanda-t-il, formulant tout haut la préoccupation qui l'habitait. Le docteur Moreau prit son temps pour répondre, pesant visiblement ses mots. « C'est inhabituel, certainement. Mais Aria reste un prédateur efficace avec tous ses instincts intacts. Elle chasse les proies que nous introduisons dans son enclos avec une précision parfaite. Elle enseigne déjà à Tonnerre les rudiments du comportement félin. Je pense que ce lien avec toi est circonstanciel, lié aux événements traumatisants de leur sauvetage et aux soins d'Éclair. » « Vous pensez donc qu'elle l'oubliera une fois retournée dans la nature ?» demanda Claire. « Pas exactement oubliée, » nuança le vétérinaire. Mais les impératifs de survie reprendront le dessus. C'est dans sa nature. » Martin hocha la tête, voulant croire à cette explication qui simplifierait considérablement la situation. Mais au fond de lui, un doute persistait. Il avait vu dans les yeux d'Aria quelque chose qui dépassait l'instinct, quelque chose qui ressemblait étrangement à une forme de conscience, de compréhension. Cet après-midi-là, lors de sa visite quotidienne,
Martin observa Aria avec un regard neuf. La femelle lynx s'était considérablement remplumée depuis son arrivée au centre. Son pelage avait retrouvé son lustre naturel, ses muscles se dessinaient harmonieusement sous sa peau lors de ses déplacements fluides. Elle ressemblait de nouveau à la créature majestueuse qu'elle était censée être, un prédateur parfaitement adapté à son environnement naturel. Les chatons aussi avaient changé. Tonnerre, robuste et aventureux, explorait chaque recoin de l'enclos avec une curiosité insatiable. Éclair, bien que toujours plus petit que son frère, avait développé une vivacité compensatoire, comme si sa fragilité physique était contrebalancée par une intelligence particulièrement aiguë. Martin s'assit à sa place habituelle, et presque immédiatement, Aria s'approcha, s'installant à quelques mètres de lui, dans cette proximité confortable qu'ils avaient établie au fil des semaines. Les chatons, enhardis par l'exemple de leur mère, s'aventurèrent un peu plus près, Éclair osant même s'approcher à moins d'1 mètre, ses yeux, désormais d'un jaune ambré comme ceux de sa mère, fixés sur Martin avec une curiosité non dissimulée. « Dans 1 semaine, vous aurez beaucoup plus d'espace, » dit doucement Martin, continuant cette habitude de parler à Aria comme à une confidente. Des arbres pour grimper, un ruisseau pour boire de l'eau fraîche, et même quelques lapins à chasser. Aria l'observait calmement, sa queue balayant occasionnellement le sol dans un mouvement lent qui, chez les félins, indiquait un état de détente vigilante. « Le docteur Moreau pense que tu n'auras aucun problème à retrouver tes instincts sauvages, » continua-t-il, « que cette connexion entre nous est juste temporaire, une adaptation aux circonstances. » Comme en réponse à ces paroles, Aria se leva et, dans un geste qui stupéfia Martin, s'approcha jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres de lui. Jamais encore elle n'avait volontairement réduit la distance à ce point. Puis, dans un mouvement d'une fluidité hypnotique, elle s'allongea, exposant brièvement son ventre, la posture la plus vulnérable pour un prédateur, avant de se repositionner, son flanc presque en contact avec la jambe de Martin. Le message était aussi clair qu'inexplicable pour un félin sauvage. Confiance absolue. Le jour du transfert vers l'enclos extérieur arriva plus vite que Martin ne l'aurait souhaité. 1 semaine de préparatifs minutieux avait permis d'aménager l'espace de 2 hectares selon les besoins spécifiques d'Aria et ses petits. Des abris stratégiquement placés, des points d'eau fraîche, des zones d'escalade pour développer la musculature des chatons, et même quelques terriers artificiels où des lapins avaient été introduits pour stimuler les instincts de chasse. Le transport lui-même représentait un défi considérable. Après de longues discussions, l'équipe avait décidé d'éviter toute sédation, craignant les effets potentiels sur Éclair, dont les poumons, bien que guéris, restaient plus vulnérables que la normale. Ils avaient opté pour une approche plus naturelle. Martin guiderait Aria et ses petits à travers un couloir sécurisé spécialement construit pour l'occasion, reliant la salle d'isolement à l'enclos extérieur. « Tu crois vraiment qu'elle va te suivre docilement ?» demanda Thomas, clairement sceptique malgré les nombreuses preuves du lien inhabituel entre Martin et la femelle lynx. « Pas docilement, » corrigea Martin. « Aria n'est pas docile, mais je pense qu'elle me fait suffisamment confiance pour comprendre que je ne la conduis pas vers un danger. » Le docteur Moreau, qui supervisait l'opération, hocha la tête. « C'est notre meilleure option. Mais nous avons quand même des fléchettes tranquillisantes prêtes, au cas où. » Le couloir de transfert était une structure ingénieuse, semi-transparent pour éviter toute claustrophobie, mais suffisamment solide pour contenir un félin déterminé. Martin y entra le premier, laissant la porte de la salle d'isolement ouverte derrière lui. Il avança d'une dizaine de mètres, puis s'accroupit, appelant Aria doucement. La femelle lynx apparut à l'entrée du couloir, méfiante, ses narines frémissant, alors qu'elle analysait cette nouvelle situation. Ses chatons se tenaient derrière elle, Tonnerre curieux mais prudent, Éclair plus hésitant. « Viens !» encouragea Martin. « Je te promets que tu vas apprécier ce qui t'attend. » Pendant de longues minutes, rien ne se passa.
Aria restait immobile, jaugeant visiblement les risques. Puis, avec cette grâce fluide qui caractérisait chacun de ses mouvements, elle s'avança dans le couloir, ses chatons la suivant de près. Le transfert se déroula sans incident, Aria maintenant une distance constante avec Martin, ni trop proche ni trop lointaine, comme si elle avait parfaitement compris le but de l'exercice. Lorsqu'ils atteignirent enfin la sortie donnant sur l'enclos extérieur, Martin s'écarta permettant à la petite famille de découvrir leur nouvel environnement. La transformation fut immédiate et saisissante. Aria, qui avait maintenu une allure mesurée dans le couloir, bondit soudain en avant, comme libérée d'une contrainte invisible. Elle parcourut l'espace en large cercle, s'arrêtant pour renifler chaque odeur nouvelle, tester chaque texture, explorer chaque recoin. Ses chatons, d'abord désorientés par ce brusque changement de comportement, restèrent près de la sortie, observant leur mère avec une confusion évidente. « C'est magnifique », murmura Claire, qui avait rejoint Martin à l'observatoire surplombant l'enclos. « On dirait qu'elle redécouvre ce que c'est d'être vraiment un lynx. » Martin acquiesça silencieusement, partagé entre la joie de voir Aria exprimer pleinement sa nature sauvage et une pointe de mélancolie en réalisant que chaque bond la ramenait un peu plus vers son essence véritable, loin de lui, loin de cette connexion improbable qu'ils avaient à partager. Au bout d'une vingtaine de minutes d'exploration frénétique, Aria sembla soudain se rappeler de ses petits. Elle revint vers eux, en trottant, les encourageant par de petits grognements à la suivre dans la découverte de leur nouveau territoire. Tonnerre s'élança immédiatement, son tempérament aventureux reprenant le dessus. Éclair suivit plus prudemment, mais avec une détermination évidente. « Comment allons-nous procéder pour leur suivi médical maintenant ?» demanda Martin, ses pensées revenant vers les aspects pratiques de la situation. « Nous avons installé plusieurs stations d'alimentation équipées de caméras, expliqua le docteur Moreau, qui venait de les rejoindre. Et les chatons portent toujours leurs puces sous-cutanées qui transmettent leur constante vitale. Pour des examens plus approfondis, nous utiliserons des appâts pour les attirer dans une zone de contention. » Martin fronça les sourcils à cette idée. « Aria ne va pas apprécier d'être piégée, même temporairement. C'est pour cela que nous comptions sur ta présence lors de ces interventions, » répondit le vétérinaire. « Ta voix, ton odeur, elle pourrait faire la différence entre une expérience stressante et une simple routine acceptable. » Cette remarque confirma ce que Martin soupçonnait déjà. Son implication avec cette famille de lynx était loin d'être terminée. D'une certaine façon, il en était soulagé. Les jours suivants révélèrent une transformation remarquable chez les trois félins. Aria retrouva rapidement ses instincts de chasseuse, capturant dès le deuxième jour un lapin qu'elle rapporta à ses petits, non pas pour les nourrir directement, mais pour commencer leur éducation à la chasse. Avec une patience infinie, elle leur montrait comment approcher une proie, comment attendre le moment parfait, comment porter le coup fatal. Tonnerre se révéla un élève enthousiaste, mimant les mouvements de sa mère avec une concentration touchante, malgré sa maladresse juvénile. Éclair, limité par sa taille plus modeste, compensait par une approche plus calculée, observant longuement avant d'agir, développant une technique de chasse différente mais tout aussi efficace. Martin passait des heures à les observer depuis divers points de l'enclos, prenant des notes détaillées sur leur comportement pour le dossier scientifique, mais aussi pour son propre besoin de comprendre et de mémoriser chaque aspect de cette expérience unique. Un soir, alors que le soleil déclinait, teintant l'enclos d'une lumière dorée, Martin remarqua qu'Aria avait cessé ses activités et regardait fixement dans sa direction. Puis, à sa grande surprise, elle s'approcha de son poste d'observation, s'assit dans l'herbe haute et émit un son étrange, quelque chose entre un miaulement et un appel. « Elle t'invite », dit doucement Claire, qui analysait les enregistrements de la journée à ses côtés. « C'est impossible », répondit Martin, bien que son cœur se soit accéléré à cette idée. Les lynx sauvages n'invitent pas les humains à les rejoindre. « Aria n'est plus tout à fait sauvage »,
observa Claire, « et tu n'es plus tout à fait juste un humain pour elle. » Après un moment d'hésitation, Martin décida de tenter l'expérience. Il descendit vers l'entrée sécurisée de l'enclos, suivant le protocole strict établi pour ces rares occasions où les soigneurs devaient y pénétrer, généralement pour des réparations ou le renouvellement des proies. Une fois à l'intérieur, il avança lentement, s'arrêtant régulièrement pour permettre à Aria de reconsidérer son apparente invitation. Mais la femelle lynx restait assise, parfaitement immobile hormis sa queue qui balayait occasionnellement l'herbe, dans ce mouvement caractéristique qui signalait son état détendu. Lorsqu'il fut à environ 5 mètres d'elle, Martin s'arrêta et s'accroupit, adoptant une posture non menaçante. À sa grande surprise, Aria se leva et parcourut la distance restante, venant s'asseoir à moins d'1 mètre de lui. Puis, elle tourna légèrement la tête et émit un autre appel, plus doux cette fois. Comme en réponse à un signal, tonnerre et éclairs émergèrent d'un buisson proche où ils s'étaient dissimulés. Ils s'approchèrent prudemment, encouragés par l'attitude calme de leur mère. « Incroyable !» murmura Martin, immobile, savourant ce moment privilégié. Pendant près d'1 heure, ils restèrent ainsi, un homme et 3 félins sauvages, partageant un espace et un moment, avec une harmonie que toute logique scientifique aurait jugée impossible. Les chatons s'enhardissaient progressivement, s'approchant jusqu'à renifler les bottes de Martin, tandis qu'Aria maintenait sa position, sentinelle vigilante mais détendue. Lorsque le soleil disparut complètement à l'horizon, Martin sut qu'il était temps de partir. Avec des gestes lents et délibérés, il se redressa, adressant un signe de tête à Aria, comme il l'aurait fait avec une collègue. « Merci », dit-il simplement, avant de se retirer. Cette scène se reproduisit plusieurs fois au cours des semaines suivantes, devenant presque un rituel quotidien. Martin entrait dans l'enclos au crépuscule, s'asseyait avec Aria et ses petits pendant 1 heure environ, puis se retirait. Aucun contact physique n'était échangé. Aucune ligne n'était franchie qui aurait compromis la nature sauvage des félins. C'était une cohabitation respectueuse, un pont ténu entre 2 mondes généralement séparés. Le comité scientifique chargé de superviser le programme de réintroduction suivait ces développements avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Lors d'une réunion particulièrement houleuse, certains membres exprimèrent leurs préoccupations quant à l'impact de cette relation sur les chances de survie des lynx une fois relâchés dans la nature. La procédure standard recommanderait de limiter immédiatement tout contact humain, argumenta le docteur Berthier, un expert en comportement animal venu spécialement de l'Université de Montpellier. Cette relation, bien qu'exceptionnelle, risque de créer une dépendance qui pourrait s'avérer fatale une fois les animaux relâchés dans la nature. La réunion du comité scientifique se tenait dans la petite salle de conférence du centre, où les graphiques d'évolution et les photographies d'Aria et ses petits tapissaient les murs. Martin, assis silencieusement au fond de la salle, écoutait les arguments s'enchaîner, son cœur se serrant à chaque nouvelle suggestion de rupture brutale du lien qu'il avait établi avec la famille de lynx. « Je comprends vos inquiétudes », répondit calmement le docteur Moreau, « mais ce cas défie toutes nos théories préexistantes. Aria n'a montré aucun signe de dépendance. Au contraire, elle a parfaitement retrouvé ses comportements de chasse, d'éducation des petits, de marquage territorial. Ses interactions avec Martin n'interfèrent en rien avec sa nature sauvage. Elles existent en parallèle. » Claire intervint, présentant des graphiques comparatifs. « Nous avons analysé son comportement avec et sans la présence de Martin. Les données sont formelles. Sa vigilance reste optimale. Ses réflexes parfaitement affûtés. Elle reste un prédateur parfaitement fonctionnel. » Le débat se poursuivit pendant des heures, chaque expert apportant son point de vue, ses réserves ou son soutien. À la fin, un consensus émergea. Le processus de réintroduction se poursuivrait selon le plan établi, mais avec une modification significative,
Martin serait impliqué directement dans les étapes finales, permettant une transition plus graduelle. Ce n'est pas conventionnel, conclut le directeur du parc, mais rien dans cette histoire ne l'a été. Nous documentons ici un cas unique qui pourrait changer notre compréhension des relations possibles entre humains et prédateurs sauvages. 3 mois après leur transfert dans l'enclos extérieur, Aria et ses chatons étaient prêts pour l'étape suivante. Les petits avaient considérablement grandi. Tonnerre atteignait déjà la taille d'un lynx adolescent, musclé et agile, capable de chasser efficacement les proies introduites dans l'enclos. Éclair, bien que toujours plus petit, avait développé une intelligence tactique remarquable, compensant sa taille par une patience et une précision impressionnantes. Le plan de libération était minutieusement élaboré. Une zone isolée du parc national, riche en gibier et éloignée des sentiers touristiques, avait été sélectionnée. Un enclos transitoire y avait été construit. Une vaste structure de 5 hectares, techniquement fermée mais conçue pour permettre des évasions contrôlées à travers des ouvertures stratégiques que seuls des félins agiles pourraient exploiter. Le jour du transfert vers ce nouvel enclos, Martin ressentit un mélange d'émotions contradictoires. Fierté de voir cette famille qu'il avait sauvée des flammes, prête à retrouver leur liberté. Anxiété face aux dangers innombrables de la vie sauvage. Et, inévitablement, une tristesse personnelle à l'idée de cette séparation imminente. Le transport se déroula sans incident. Aria démontrant une fois de plus cette confiance exceptionnelle envers Martin qui avait tant intrigué les scientifiques. Lorsque la cage de transport s'ouvrit dans le nouvel enclos, elle émergea calmement, inspectant ce territoire inconnu avec une prudence calculée, ses chatons restant près d'elle. Martin s'installa dans la cabane d'observation située à la lisière de l'enclos, prêt à y passer les semaines nécessaires pour superviser cette phase transitoire. Le protocole prévoyait une présence humaine décroissante, quotidienne la première semaine, puis de plus en plus espacée, permettant au lynx de s'accoutumer progressivement à l'absence de contact. Les premiers jours furent fascinants à observer. Aria explorait méthodiquement chaque recoin de ce nouveau territoire, enseignant à ses petits comment identifier les odeurs, reconnaître les passages de proie, repérer les points d'eau. Les caméras disséminées dans l'enclos captaient des séquences précieuses de cette éducation féline, moment privilégié rarement documenté dans la nature. Une semaine après leur arrivée, Martin remarqua qu'Aria avait découvert l'une des sorties camouflées, une ouverture dans la clôture délibérément dissimulée sous des branchages et des rochers. Il la vit l'examiner attentivement, la renifler, puis regarder au-delà, vers la forêt véritable qui s'étendait à perte de vue. Elle aurait pu s'échapper à ce moment-là. Rien ne l'en empêchait physiquement. Pourtant, après cette inspection, elle retourna vers ses petits, comme si elle jugeait qu'ils n'étaient pas encore prêts. Ce comportement se répéta plusieurs fois au cours des jours suivants. Aria localisait systématiquement les différentes sorties, les étudiait, mais choisissait de rester dans l'enclos. Le docteur Moreau, qui analysait les enregistrements, était stupéfait. « Elle comprend parfaitement le concept », expliqua-t-il à Martin lors d'un de ses appels quotidiens. « Elle sait qu'elle peut partir, mais elle fait un choix conscient de rester pour l'instant. C'est un niveau de cognition que nous n'avions jamais observé chez un félin sauvage. » La 3e semaine marqua un tournant. Par une nuit claire, les capteurs de mouvement enregistrèrent Aria guidant Tonnerre vers l'une des sorties, lui montrant comment se faufiler à travers l'ouverture. Ils disparurent dans la forêt pendant plusieurs heures avant de revenir à l'aube, Tonnerre visiblement exalté par cette première incursion dans le monde sauvage. 2 nuits plus tard, elle répéta l'expérience avec Éclair, adaptant le parcours pour tenir compte de sa taille plus modeste. Le petit lynx revint transformé par cette expérience, sa démarche plus assurée, son regard plus vif. Elle les prépare méthodiquement, commenta Claire, émerveillée par les enregistrements. Comme un programme d'entraînement parfaitement structuré.
Les excursions nocturnes devinrent régulières, de plus en plus longues. Parfois, la famille restait absente toute une journée avant de revenir à l'enclos, qui représentait encore une zone de sécurité dans leur transition vers la liberté totale. Martin suivait cette évolution avec des sentiments mitigés. Chaque sortie réussie, chaque proie capturée dans la vraie forêt était une victoire pour le programme de réintroduction. Mais chaque absence plus longue le rapprochait de l'inévitable séparation. Un matin, après une nuit pluvieuse qui rappelait étrangement celle de leur naissance, Martin constata qu'Aria et ses chatons n'étaient pas revenus de leur excursion nocturne. Les heures passèrent, s'étirant en une journée entière sans signe de leur retour. Les données des puces sous-cutanées indiquaient qu'ils étaient en mouvement, s'éloignant progressivement, explorant leur nouveau territoire en toute liberté. « C'est fini », murmura-t-il, un mélange de fierté et de mélancolie dans la voix. « Ils sont vraiment partis. » Le docteur Moreau et Claire le rejoignirent dans la cabane d'observation, partageant ce moment crucial du programme. « Pas tout à fait », corrigea doucement le vétérinaire, pointant les données de localisation. Ils établissent leur territoire à moins de 3 kilomètres d'ici. C'est comme s'il avait choisi de rester à proximité. Martin hocha la tête, trouvant un certain réconfort dans cette idée, même s'il savait que la distance s'accroîtrait inévitablement avec le temps. Les semaines suivantes confirmèrent le succès de la réintroduction. Les lynx prospéraient dans leur environnement naturel, les données transmises par leurs puces révélant des signes vitaux excellents et des schémas de déplacement typiques d'une famille bien adaptée. Le territoire qu'ils avaient établi s'étendait désormais sur près de 20 km², centré autour d'une zone rocheuse offrant des abris naturels et une position avantageuse pour la chasse. 6 mois après leur libération, alors que l'automne teintait les forêts cévenoles de rouge et d'or, Martin effectuait une dernière visite de suivi. Le programme touchait à sa fin, les puces sous-cutanées approchant de leur durée de vie maximale. Bientôt, Aria et ses petits seraient simplement des lynx parmi d'autres, leur histoire extraordinaire n'existant plus que dans les rapports scientifiques et la mémoire de ceux qui y avaient participé. Il s'installa sur un promontoire rocheux offrant une vue dégagée sur la vallée où les dernières données situaient la famille. Le crépuscule approchait, dorant les cimes des arbres d'une lumière chaude. C'est alors qu'il la vit, une silhouette élancée émergeant de l'ombre des arbres, suivie de 2 formes plus jeunes mais presque aussi grandes désormais. Aria s'arrêta en bordure de clairière, scrutant l'environnement avec cette vigilance qui caractérisait les prédateurs nés. Puis, inexplicablement, elle leva la tête vers le promontoire où Martin se tenait immobile, comme si elle avait perçu sa présence malgré la distance. Pendant un long moment, ils se regardèrent à travers l'espace qui les séparait, un homme et un animal sauvage, liés par une expérience que les mots ne pouvaient décrire. Puis Aria inclina légèrement la tête dans ce qui ressemblait étrangement à un signe de reconnaissance avant de se détourner, guidant ses petits devenus grands vers les profondeurs de la forêt, qui était désormais leur véritable foyer. Martin resta immobile longtemps après leur disparition, contemplant le paysage qui s'assombrissait. La boucle était bouclée. De cette nuit d'orage où la foudre avait frappé, manquant de peu d'anéantir 3 vies précieuses, à ce crépuscule paisible où ces mêmes vies s'épanouissaient en pleine liberté. Quelque part dans cette histoire improbable, se trouvait une leçon sur la coexistence, sur les liens qui pouvaient se tisser entre des mondes apparemment séparés, sans compromettre l'essence de chacun. Aria était redevenue pleinement sauvage, et pourtant, dans cet instant de reconnaissance à distance, quelque chose d'unique persistait, un pont invisible entre 2 mondes, aussi fugace qu'un éclair illuminant la nuit, mais tout aussi transformateur.